Bonsoir à tous. Donc comme d'habitude, pour ceux qui participent pour la première fois, en particulier les jeunes qui viennent de Metz, je vous rappelle un petit peu quel est le principe de cette soirée. Il y aura un moment où je vais faire un exposé tout à fait traditionnel, si l'on veut, classique sans doute. Et puis surtout, je crois qu'effectivement, et je pense que c'est à ça que faisait allusion Isabelle, ce temps aussi une petite demi-heure en gros consacrée à un véritable échange qui ne soit pas seulement une série de questions posées par des élèves au maître, mais qui soit vraiment un dialogue entre égaux, l'occasion semble à partir des pistes que j'aurais essayé d'ouvrir devant vous, eh bien d'avoir ensemble un véritable entretien ouvert de manière à ce que chacun de nous puisse s'enrichir aussi de la parole des autres et de toutes ces paroles qu'il aura pu entendre. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer mon propos, si j'avais connu cette formule de Confucius rappelée par Isabelle Barthes, j'aurais pu commencer par là, et c'est vrai que ça ouvre des pistes tout à fait intéressantes, mais je crois que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'une certaine manière de le rejoindre très très vite. J'avais prévu de commencer un tout petit peu autrement et de commencer par une confidence, une phrase d'un de mes enfants il y a quelques semaines qui à table me regarde, on parlait du travail, de l'école, parfois bien évidemment c'est pénible, bon, et puis qui me dit mais enfin toi papa t'as de la chance, dans ton métier tu travailles pas beaucoup. Et bon alors il y a eu bien sûr un moment de sidération, je suis... Faites des enfants, tiens, vous condamnez à l'ingratitude, bon, d'accord. Et puis, passé le moment de sidération, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Enfin, pas tellement, en fait, le fait que je ne travaille pas beaucoup, quoique j'avoue qu'il y a là quelque chose d'assez indécidable. Je suis incapable de dire si, en ce moment, là, devant vous, je suis en train de travailler ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de révélateur, peut-être, dans cette formule, c'est qu'elle permet déjà de poser une différence fondamentale qui est source de bien des confusions entre métier et travail. S'il me dit « tu as de la chance dans ton métier, tu ne travailles pas beaucoup », c'est qu'il reconnaît que j'ai un métier, qu'en français courant j'ai donc un travail, mais que ce métier, ce travail, ne consiste pas essentiellement à travailler. Et je crois qu'on peut prendre au sérieux un petit peu ce paradoxe. Ce qui se dit aussi dans cette formule, dans cette expression, dans cet aveu, eh bien, c'est qu'un bon métier, ce n'est pas un métier laborieux, ou en tout cas que mon fils représentait un bon métier, manifestement le mien, quoique manifestement, tout aussi manifestement, il n'a pas du tout envie de le faire, comme un métier sans trop de peine, et puisque le mot peine en latin c'est labor, qui veut dire aussi travail, nous aurons l'occasion d'y revenir. Un bon métier serait donc paradoxalement un métier non laborieux, c'est-à-dire un métier sans travail. Ce qui implique bien évidemment, a priori, une sorte de conception générale du travail pour laquelle celui-ci serait fondamentalement, essentiellement pénible. Tout travail aurait quelque chose de douloureux, alors qu'éventuellement un métier pourrait ne pas l'être, pénible. Et c'est pour ça que du coup je crois qu'on retrouve la formule de Confucius que nous a proposée tout à l'heure Isabelle Barthes, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez plus jamais à travailler. Je crois qu'on retrouve le même paradoxe à partir du moment où on fait quelque chose avec plaisir, on retire quelque chose à sa dimension laborieuse, et quand on a retiré à ce qu'on fait sa dimension laborieuse, même si c'est notre métier, ce n'est peut-être pas tout à fait un travail. Eh bien, c'est cette piste que je vais essayer de suivre, ce sillon que je vais essayer de creuser. Qu'est-ce que c'est qu'un métier quand il ne consiste pas essentiellement à travailler ? Ou qu'est-ce que c'est qu'un travail quand il n'est pas enfermé dans sa dimension laborieuse, pénible, dure et fondamentalement répétitive.
j'aurais pu partir encore autrement et noter que il y a un discours qui semble quand même tout à fait à la mode et qu'on entend beaucoup, peut-être depuis l'avènement et l'essor de ce qu'on appelle le capitalisme. C'est un discours qui consiste à valoriser le travail. Le discours de valorisation du travail est à la mode, pas seulement sous ses formes les plus cyniques, les plus caricaturales, Arbeit macht frei, bon d'accord, travail, famille, patrie, bon d'accord. La France qui se lève tôt, bon bah ça va déjà un petit peu mieux quoi, c'est bon. Donc c'est vrai qu'on a là un spectre tout à fait étonnant qui peut aller du plus terrifiant, une valorisation du travail comme dévalorisation absolue de l'humain, au plus généreux, une valorisation du travail qui est posée a priori comme allant de pair avec une valorisation de l'humain. Et d'ailleurs, en préparant cette intervention, j'ai été faire un petit tour du côté des enquêtes d'opinion, et je me suis rendu compte, alors c'était un sondage qui datait de 2008, alors je veux bien, ça fait quand même quelques années, mais je ne suis pas sûr que ça ait changé considérablement, et j'avoue en avoir été surpris. Le travail serait la deuxième valeur plébiscitée par les Français, juste après la famille et loin devant les loisirs. Dans le sondage auquel je fais référence, 68% des Français le jugent très important, et quand ils sont interrogés sur la valeur loisir, ils ne sont plus que 33% à se prononcer pour considérer le loisir comme une valeur importante. Alors quand même, on peut prendre acte bien évidemment des résultats d'un tel sondage, mais il y a quand même de quoi s'étonner, me semble-t-il. Et il y a de quoi s'en étonner parce que nous vivons quand même dans une société qui est souvent regardée comme une société des loisirs. Il y a là une sorte de décalage entre les résultats de ce sondage et une sorte de représentation spontanée que nous pourrions nous faire de la société dans laquelle nous vivons, qui serait ordonnée essentiellement au loisir, au plaisir, au bien-être, etc. Mais je crois que s'il y a lieu de s'en étonner, au fond, c'est pour trois raisons. La première, c'est que je suis surpris que ce qui est de l'ordre du nécessaire, il faut travailler pour vivre, bon voilà, une sorte de sagesse à peu près élémentaire, soit davantage valorisé que ce qui est gratuit, que ce qui est de l'ordre du plaisir, que ce qui est de l'ordre du libre épanouissement de l'individu. Il y a quand même là quelque chose d'étonnant. Deuxième façon, si vous voulez, pour moi de dire cet étonnement qui est le mien devant les résultats de ce sondage, c'est que ce qui exige un fort contrôle social est plus valorisé que ce qui me permet de me retrouver dans la sphère privée. Là aussi, je crois qu'il y a de quoi s'étonner. Troisième motif d'étonnement, ce qui m'engage dans un rapport à d'autres que moi, des collègues, des patrons, des collaborateurs, se trouve davantage valorisé que mes désirs individuels, alors même qu'on ne cesse de prétendre que nous vivons dans une société dans laquelle l'individualisme serait le maître mot. Vous comprenez donc que quand je vous dis que je suis un petit peu surpris, étonné par les résultats de ce sondage, cette surprise a aussi quelque chose peut-être d'une bonne surprise potentielle. Après tout, peut-être que les lectures les plus convenues que nous faisons de la société qui est la nôtre, de notre rapport à l'effort, de notre rapport à autrui, de notre rapport au plaisir, au loisir, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ce qu'une certaine vulgate voudrait peut-être nous faire croire. L'étonnement passé, je me suis demandé comment comprendre un tel plébiscite du travail. Et je me suis amusé à formuler 5 hypothèses. Je ne les prends pas toutes également au sérieux,
Mais il me semble que ces 5 hypothèses, après tout, ouvrent des pistes de réflexion. Première hypothèse, cette valorisation, ce plébiscite du travail, par 68% des Français interrogés, rendrait compte en fait ce qu'on pourrait appeler d'une intériorisation des valeurs, alors je ne sais pas dans quel langage utiliser ici, disons, pourquoi pas celui de Pierre Bourdieu ici, des valeurs bourgeoises, des valeurs capitalistes. Je reprends, si vous voulez, un schéma bien connu que j'avais déjà évoqué lors d'une conférence précédente. Bourdieu nous rappelle que dans une société donnée, les valeurs dominantes sont toujours les valeurs de la classe dominante. Et donc, première hypothèse, la classe dominante en France serait la classe, disons, bourgeoise, productrice, capitaliste, si on veut utiliser le vocabulaire marxiste. Et donc, les valeurs dominantes, plébiscitées comme telles, seraient les valeurs posées comme valeurs dominantes par la classe dominante elle-même. Et au fond, les Français joueraient le jeu d'une sorte d'habitude sociologique qui consisterait à ne reconnaître comme valeur que les valeurs que la classe dominante, celle à laquelle chacun veut ressembler d'une certaine manière, poserait comme valeur admissible. C'est une possibilité. Deuxième hypothèse, l'hypothèse de la mauvaise foi. On ne peut quand même pas l'écarter complètement. C'est-à-dire, au fond, ces 68% de Français qui nous disent que pour eux, le travail est une valeur dominante, eh bien, ne croient pas vraiment à ce qu'ils disent. Ou, manière de financer peut-être avec cette hypothèse, ne savent pas exactement ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils veulent dire que le travail est bien une valeur fondamentale ? Ou est-ce qu'ils veulent dire simplement qu'ils considèrent qu'il est bien d'avoir un travail ? Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que si avoir un travail, c'est souhaitable pour des raisons qui n'est pas très compliqué d'imaginer, ça ne conduit pas immédiatement à considérer le travail comme une valeur. Et surtout, on retrouve la même ambiguïté entre le travail comme métier et le travail en tant que tel, dont j'essaierai peu à peu, au cours de cet entretien, de cerner la nature. Troisième hypothèse, l'hypothèse un petit peu angélique, les Français se plaisent globalement au travail. Ils y trouvent du plaisir, et pour au moins 68% d'entre eux, ce serait la condition de leur épanouissement personnel. Bon, après tout, on peut ne pas l'écarter a priori. Quatrième hypothèse d'interprétation, les Français ne savent pas exactement, ou ne savent plus exactement, ce que c'est qu'une valeur. Dans la deuxième hypothèse, je tournais autour de l'idée qu'ils pourraient ne pas savoir exactement ce que c'est que le travail, et que cette réponse serait le résultat d'une confusion entre le travail comme métier et le travail comme effort. Dans cette hypothèse-là, c'est la notion même de valeur qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une certaine suspicion. Au fond, on ne traiterait comme valeur que ce qui produirait de la valeur, ce qui serait la condition de possibilité d'une plus-value. On imagine bien que le travail peut être source de plus-value au moins à deux niveaux. Plus-value économique, bien sûr, il crée de la richesse. Plus-value sociale, il m'intègre socialement, il donne à celui qui travaille une place reconnue dans la société. Cinquième hypothèse, la dernière que j'envisagerais, l'hypothèse alors là la plus simple, le travail est effectivement une valeur majeure. Et si 68% des Français le plébiscitent, c'est simplement parce qu'ils sont lucides, parce qu'il y aurait une sorte de philosophie spontanée, comme ça, du peuple français, capable de reconnaître les valeurs là où elles sont. La famille, d'abord, le travail, ensuite. Et dans ce cas-là, bien évidemment,
on est conduit à imaginer que derrière ce plébiscite, il y aurait cette idée que le travail valorise symboliquement la personne, qu'il accroît ses vertus, qu'il augmente ses capacités, qu'il l'élève en l'humanité. Or, je ne vais pas m'amuser à trancher entre ces 5 hypothèses. J'ai voulu jouer avec, pour vous montrer à quel point il était possible d'ouvrir les perspectives. Et puis, on se doute bien que chacune de ces hypothèses contient sans doute une part de vérité. Et que si vraiment vouliez-vous les reprendre au terme de mon topo, eh bien, on pourrait le faire à la lumière du chemin qu'on aura parcouru ensemble quand on se sera donné les moyens d'y voir un tout petit peu plus clair. Ceci dit, quoi qu'il en soit de ce résultat, 68%, on est quand même confronté à un double paradoxe. Les Français qui valorisent le travail et qui en cherchent quand ils n'en ont pas, se plaignent quand même assez souvent de celui qu'ils ont. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, ce travail valorisé, on le verra depuis peu, la valorisation du travail dans l'histoire de l'Occident, c'est quelque chose d'assez récent. Ce travail valorisé depuis, disons en gros, mais vous verrez que ce n'est pas si simple que ça, l'avènement, disons, de ce qu'on pourrait appeler la société capitaliste, a été très longtemps considéré comme une servitude pénible, notamment dans le monde judéo-chrétien et même dans le monde hellénique. Et on retrouve toujours ce risque de confusion autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, avec la formule de Confucius, avec la remarque de mon fils aîné, avec cette enquête et une réflexion sur les conditions de son interprétation. Au fond, sait-on bien de quoi on parle quand on parle de travail? Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour y voir clair, distinguer le mieux possible ce qui relève du travail, ce qui relève du métier, et je rajouterai ce qui relève de l'œuvre. Bref, l'enjeu de mon intervention de ce soir auprès de vous, c'est de penser l'essence du travail, essayer de penser le travail en son essence, si vous préférez, pour essayer de mieux considérer ce qui peut plaire dans son exercice. Parce que si on veut partir d'un fait simple, on peut éprouver manifestement un certain plaisir à exercer son travail. Mais toute la difficulté, c'est que s'il est, me semble-t-il, tout à fait admissible qu'on peut éprouver un certain plaisir à exercer son travail, il n'est pas certain qu'on puisse éprouver un certain plaisir à travailler. C'est-à-dire qu'au fond, c'est peut-être pas exactement la même chose. Je fais mon boulot ce soir devant vous, je vous assure que j'en éprouve un grand plaisir. Je ne suis pas certain qu'en ce moment, devant vous, je suis en train de travailler. Si le signe du travail, c'est la peine, la difficulté, la souffrance, le labeur, alors rassurez-vous, je ne souffre pas beaucoup en ce moment. Vous peut-être, j'en sais rien, mais moi ça va pas trop. C'est bon. Alors reprenons un petit peu cette tradition, reprenons ce parcours historique que j'évoquais tout à l'heure pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et commençons par ce qui est le commencement, pour nous en tout cas en Occident, par cette tradition judéo-chrétienne que j'évoquais il y a quelques instants. Pour cette tradition judéo-chrétienne, les choses semblent a priori relativement simples. Dans sa condition originelle, antérieure au péché, bref, au jardin d'Éden, l'homme et la femme ne travaillent pas. Tout est là, disponible, à portée de main. Dieu a pourvu d'avance à tous leurs besoins. Alors on pourrait se dire, oui, mais enfin, pas de travail, d'accord, mais pas de plaisir non plus. Faux. Pour les spécialistes les plus autorisés de notre condition édénique, je ne sais pas s'il y en a, mais enfin, bon, quand on lit par exemple Saint Augustin, La Cité de Dieu, au livre 11, pour lui les choses sont claires, même avant la faute,
l'homme et la femme savent ce que c'est que le plaisir. Et n'en déplaise à Michel Onfray, même le plaisir sexuel, soit dit en passant. Bon. Donc, il y a bien une situation qui est une situation de plaisir originel, que nulle faute n'est encore venue entacher, plaisir innocent, sous le regard même de Dieu. Et ce plaisir n'a pas à venir buter sur son autre, qui serait l'effort, la peine, le travail. Mais vous savez ce qui se passe, voilà, transgression de l'interdit divin, tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il touche quand même. La loi du désir, si vous voulez, est plus forte que l'expérience du plaisir. Et vous savez comment ça se passe. Aussitôt, le châtiment tombe, et il tombe de manière assez étonnante. À l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Je traduis, pour vivre, tu vas devoir bosser dur. Et tu vas souffrir. Tu vas comprendre ce que c'est que le travail, et tu vas voir si c'est une valeur qu'on peut plébisciter avec 68% des voix. Bon, d'accord, c'est une interprétation un peu personnelle du livre de la Genèse, mais bon. On pourrait s'arrêter là, mais il y a quelque chose d'aussi sidérant. On a oublié la femme dans l'affaire. Pourtant, généralement, on ne l'oublie pas dans cette histoire. C'est quoi la parole qui lui est adressée? Tu enfanteras dans la douleur. Oh, bien sûr, on pourrait dire, oui, bon, d'accord, monsieur va travailler, madame s'occupera des enfants, et... bon, non, ouais. Je voudrais vous faire remarquer qu'en obstétrique, les douleurs de l'enfantement, c'est le travail. Les deux sont condamnés au travail, monsieur et madame. Chacun, à sa manière, en prend pour son grade. Et ce travail auquel ils sont condamnés, eh bien, c'est pas du tout une partie de plaisir. Tu enfanteras dans la douleur, au moins les choses sont claires. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, elles le sont tout autant. Et au fond, dans cette tradition juive, que je suis en train d'évoquer rapidement devant vous, eh bien, le seul moment où est levée la sanction, en quelque sorte, c'est le repos du Shabbat. Le repos du Shabbat qui est ce moment où je suis libéré de la dure nécessité de travailler. Et ce temps arraché au travail n'est pas pour autant un temps de loisir. Il est un temps consacré à Dieu. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on sort du travail dans cette tradition-là. Alors bien sûr, on pourrait se dire, oui, ça, d'accord, c'est la tradition juive, judéo-chrétienne. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens dans ce contexte-là, mais au fond, l'histoire de l'Occident, ce n'est pas simplement l'histoire du judaïsme et de ses représentations. Il n'y a pas que Jérusalem, il y a aussi Athènes, il y a aussi les Grecs. Mais justement, si on regarde du côté des Grecs, eh bien, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Le travail, pour les Grecs, les choses sont claires, c'est une activité servile. C'est l'esclave qui travaille. Ça veut dire deux choses. Certes, à un niveau tout à fait élémentaire, que la fonction des esclaves, c'est de travailler, mais de manière un peu plus subtile, chez Aristote en particulier, que dès lors qu'on travaille, c'est qu'on est un esclave. Même si statutairement, si officiellement, on n'est pas en situation de servitude, le travail est en tant que tel une activité servile. Pourquoi ? Parce que l'homme libre, dans l'Athènes du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est précisément celui qui est libéré des contraintes du travail, qui est libéré des contraintes de la production. Et c'est celui qui, libéré des contraintes de la production, eh bien, consacre son temps libre. Je donnerai le nom de ce temps libre tout à l'heure, vous allez avoir une surprise. Mais consacre son temps libre
eh bien, aux activités les plus hautes, les plus valorisées, pas le travail, pas la famille. Dans Athènes, au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'activité politique. C'est la participation aux affaires de la cité, qui par conséquent n'est absolument pas considérée comme un travail. Absolument pas. L'homme libre, ce n'est pas celui qui travaille, pour les Grecs, c'est celui qui cultive ce qu'il y a en lui de plus authentiquement humain. C'est celui qui étudie, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui pense. Éventuellement, le philosophe prétendra aussi, à ce titre, d'homme libre, libéré des contraintes du travail et de la production. Et ce temps libre, ce loisir, mais qui est un loisir studieux, ce qui est valorisé par les Grecs, ce n'est pas du tout le travail, c'est justement le temps libéré pour cultiver en nous ce qu'il y a de plus profondément et de plus authentiquement humain, et qui est bien évidemment pour eux de l'ordre de la raison. Cette activité libre, non laborieuse, les Grecs l'appellent skolé, ce qu'on traduit généralement par loisir. J'insiste, ce n'est pas le loisir studieux, ce n'est pas le baby-foot, et ce n'est pas la Game Boy non plus. C'est vraiment ce qui nous cultive, ce par quoi nous exerçons nos facultés rationnelles pour penser le monde et pour construire la cité des hommes. Scolé, ça ne vous aura pas échappé, ça a donné scolaire, scola en latin, traduit immédiatement le grec scolé. Scola d'où dérive école, ce qui veut dire que pour un grec, l'école, c'est d'abord non pas un lieu de travail, mais un lieu de loisir. En fait, vous aimez tellement les loisirs que vous êtes encore à l'école à 7h moins 20. Bon, il y a quelque chose de grec chez la plupart d'entre vous, sans doute. Avec la tradition médiévale, les choses changent un petit peu. On retrouve dans la tradition chrétienne quelque chose qui va être l'héritier de la tradition hellénique, c'est la valorisation de la vita contemplativa, de la vie contemplative. La forme de vie la plus haute n'est pas la vie laborieuse, c'est pas la vie de travail, c'est la vie contemplative, c'est la vie de prière, c'est la vie de raison. Mais en même temps, jamais cette tradition chrétienne, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, n'a considéré que l'on pouvait se passer du travail. C'est-à-dire que l'autre de la vita contemplativa, la vita activa, la vie active, qu'on pourrait provisoirement considérer comme la vie laborieuse, a été considérée dès les débuts de l'âge monachique, de la tradition monastique, si vous voulez. Cette vita activa a toujours été regardée comme nécessaire. Si la vie la plus haute, la vie sainte, est la vita contemplativa, il n'en reste pas moins que l'homme en ce monde ne peut pas vivre sans travailler et que la vie active, le travail des champs par exemple, a bien évidemment une dimension de nécessité. Et donc, dès les débuts de la tradition monastique, il y a eu la recherche d'un équilibre entre la lectio divina, la lecture méditative des textes sacrés, et le travail manuel. La règle de saint Benoît, à cet égard, est tout à fait révélatrice. Elle cherche à assurer toujours l'équilibre le meilleur entre ce qui relève de l'activité contemplative. Alors, du coup, je force un peu les termes en parlant d'activité, mais enfin bon, disons, la dimension contemplative de l'existence monacale et la dimension laborieuse. Il faut que les moines travaillent, et leur travail ne peut pas simplement être un travail intellectuel. Je cite, je crois, si
je ne me suis pas trompé dans mes notes, le paragraphe 48 de la règle de saint Benoît, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme, et par conséquent, les frères, à certaines heures, doivent être occupés à des travaux manuels, et à d'autres, à la lecture divine. Le travail ici, ce n'est pas la spéculation intellectuelle, ce n'est pas l'écriture de textes philosophiques ou théologiques, c'est même pas l'enluminure. Le travail, c'est vraiment le travail manuel qui coûte aux moines une certaine peine, dans l'idée, au fond, que ces moines eux-mêmes ont besoin d'un équilibre entre cette dimension contemplative de leur existence et la dimension que j'appellerais donc laborieuse. Le travail est compris par saint Benoît comme un remède contre l'oisiveté, mère de tous les vices, comme vous le savez, et contre le péché lui-même, ou la tentation, bien évidemment, du péché. Ça veut dire que le christianisme, ou la tradition chrétienne, porte en germe la possibilité d'une réévaluation du travail dans un contexte de corruption de notre nature. Ce n'est pas... Vous savez, le christianisme, pour le dire autrement, n'est ni l'ennemi du plaisir. Alors ça, je crois que c'est une espèce de lieu commun à peu près délirant et qui n'a pour excuse qu'une inculture maximale, ni le lieu d'une sorte d'apologie folle du travail, bien sûr, mais au fond, qui vise toujours la recherche d'un équilibre entre ce qui serait de l'ordre du travail et ce qui serait de l'ordre du plaisir. Bien sûr, le travail lui-même n'est pas le plaisir. Et les plaisirs les plus élevés pour cette tradition chrétienne sont bien évidemment les plaisirs de l'âme. Ça, d'accord. Mais en même temps, si le travail n'est pas pensé purement et simplement comme un châtiment, il est bien pensé comme la condition d'un rééquilibrage des affects, de notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à autrui. Le travail n'est donc pas dans cette tradition chrétienne uniquement pensé comme une sanction, tu gagneras ton pain la sueur de ton front. Il est pensé aussi comme un remède à l'oisiveté qui doit permettre à chacun, d'une certaine manière, de se réinstaller en lui-même, corps et âme. On considère parfois, du coup, que le discours de la valorisation du travail est un discours bourgeois, disons, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, après Jésus-Christ. Il n'y a jamais de génération spontanée en histoire, jamais. Il n'y a jamais de rupture absolue et radicale. Toutes les révolutions, sans exception, scientifiques, métaphysiques, religieuses, morales, sont des révolutions préparées. On en voit toujours des signes précurseurs. Même chose, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce discours de valorisation du travail qui se déploie en Occident avec l'essor du capitalisme a été préparé déjà par une sorte de valorisation chrétienne, monacale, du travail. Et là, je vous conseille bien évidemment un texte sur lequel je vais être obligé de passer très très vite, mais vous pouvez lire bien évidemment l'essai de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, par exemple. Bon. J'ai choisi méthodologiquement, au début de cette année, de ne jamais consacrer une séance à l'étude serrée d'une œuvre, considérant que les œuvres, après tout, vous n'avez pas besoin de moi pour les lire, et que ce sera déjà intéressant si je vous donne envie de les lire et de vous confronter vous-même à ces œuvres. Mais ce que note Max Weber dans ce texte tout à fait intéressant, c'est que justement ce qui change avec le XVIe, XVIIe siècle, c'est que le travail n'est plus regardé comme une ascèse, ce qui était le cas jusque-là. Askésis, en grec, un exercice de la volonté, un exercice du corps. Et c'est vrai que dans cette tradition monacale à laquelle j'ai fait référence, le travail a une dimension ascétique. Alors j'insiste parce que on voit parfois l'ascèse de manière caricaturale comme le refus du plaisir. Non,
Le mot ascèse ne dit rien d'autre que l'exercice de la volonté, l'exercice de son propre corps, en vue d'une maîtrise de soi qui n'est pas reniement de soi, et qui n'est pas reniement du plaisir, qui n'est pas refus ou dénégation du plaisir. Au XVIe, XVIIe siècle, le travail n'est donc plus regardé comme une ascèse, vous disais-je, mais comme un but en soi. Il est ce qui, en tant que tel, vaut d'être accompli pour lui-même. Si je voulais aller jusqu'au bout du paradoxe, si ce que l'on fait pour lui-même, on le fait pour le plaisir, on pourrait presque aller jusqu'à dire que c'est à cette époque-là que s'élabore la possibilité de concevoir le travail comme ce que l'on peut accomplir pour le plaisir, et non pas dans une démarche simplement ascétique. Or, ce n'est pas du tout les termes qu'utilise Max Weber. Il retrouve le terme de vocation, enfin, Beruf en allemand. Beruf en allemand qui, au fond, dit simplement le métier. Le travail, c'est le métier qui vaut pour lui-même et en tant que tel, mais il se trouve que Rufen, c'est aussi appelé, et que Beruf, c'est la vocation. Et le rapprochement, bien sûr, en allemand, d'un terme qui veut dire vocation et d'un terme qui veut dire travail, permet de penser le travail, non pas comme une malédiction aurorale au début de notre humanité, mais comme une vocation, ce que nous serions appelés à réaliser. L'idée, au fond, que le travail lui-même serait l'élément indispensable à l'élaboration, à la construction de notre humanité. Et donc Max Weber décrit tout un processus éducatif bourgeois qui va faire du coup du travail un devoir moral. Ce que j'ai vocation à réaliser, c'est ce que je dois faire, et cette éthique protestante du XVIe, XVIIe siècle va effectivement comprendre le travail comme un devoir. Il devient la condition de l'accomplissement de l'homme dans un monde humain, alors qu'il était quand même regardé jusque-là plutôt comme une servitude. Et le titre du livre de Max Weber est à lui tout seul tout un programme, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber souligne le rôle de l'éthique protestante dans cette conversion de rapport au travail, ou en tout cas dans cette nouvelle manière de valoriser le travail. Quel est le rôle de cette éthique protestante ? C'est qu'elle permet la détermination religieuse d'un ethos commun, d'une manière de vivre commune. Le travail devient l'objet d'un strict devoir moral, d'après lequel l'innovateur capitaliste, et par capitaliste n'entendez ici rien de péjoratif, rien de marxiste, l'innovateur capitaliste n'est ni un homme cupide, ni un aventurier, ni un spéculateur, mais il est, pour cette éthique protestante, l'homme sobre, l'homme ascétique, qui ne jouit pas de ses richesses pour sa satisfaction personnelle. On peut bien évidemment trouver le trait extrêmement idéalisé, mais il correspond effectivement à un idéal bourgeois protestant du XVIe, XVIIe siècle, pour lequel, au fond, celui qui travaille, eh bien, retrouve cette dimension ascétique du monachisme médiéval, retrouve cette sobriété qui interdit de réduire celui qui travaille pour gagner sa vie, pour produire de la richesse, à un aventurier ou à un spéculateur cupide. On aurait donc là, sans doute en Occident, la racine historique d'un travail valorisé, c'est-à-dire considéré comme anthropogène, humanisant, de nature à permettre à l'homme non plus seulement de payer une faute, mais d'élever son existence.
Cette valorisation du travail, toutefois, elle a été suspectée, critiquée de 3 façons, ou elle peut l'être de 3 façons. Il est évident que le discours du philosophe n'est pas là simplement pour prendre acte d'un discours de valorisation du travail, reste encore à en faire l'examen critique. Cet examen critique, je vais lui donner 3 formes. Première forme, la critique marxiste. Elle vaut, me semble-t-il, d'être entendue. Au fond, ce travail, valorisé comme condition de possibilité d'un développement de notre humanité, prend la forme d'un travail aliéné dans lequel le travailleur consume sa force de travail au bénéfice de ceux qui détiennent les moyens de production. La critique est assez connue. Au fond, ce travail valorisé, c'est le travail qui ne coûte rien à ceux qui détiennent les moyens de production, les bourgeois, dans le vocabulaire marxiste, et qui coûte tout, la moelle et la substance de leur vie, à ceux qui doivent trimer, à ceux qui ne sont même pas les propriétaires de leur propre force de travail et qui l'ont toujours d'emblée déjà vendu, c'est ce qu'on appelle le salaire, à ceux qui détiennent les moyens de production. Et donc, dans une perspective marxiste, la rhétorique bourgeoise de la valorisation du travail cacherait une réalité qui serait celle de la plus grande pénibilité d'un travail profondément aliéné, profondément douloureux. Cette force de travail, nous dit Marx, doit être régénérée, et donc le travailleur est pris dans un cycle déshumanisant et répétitif de production et de consommation. Le travailleur, ce n'est pas celui qui concrètement s'épanouit dans la perspective de cette critique marxiste, en élevant en lui la conscience de son humanité, c'est celui qui produit, consomme, pour régénérer toujours cette force de travail qui ne lui appartient plus et qui, encore une fois, fait de lui toujours déjà un travailleur aliéné. Bref, le sous-entendu de la critique marxiste, c'est que ceux qui font l'apologie du travail, ce ne sont pas ceux qui travaillent. Ceux qui font l'apologie du travail, ce sont ceux qui en tirent les bénéfices, et qui sans doute ont plaisir à en tirer les bénéfices, mais qui, eux, ne travaillent pas. Deuxième critique intéressante de cette apologétique du travail, la critique nietzschéenne. Je ne savais pas combien vous seriez, puis c'est compliqué de faire des dizaines et des dizaines de photocopies. Je vous remercie d'être nombreux, soyez-en sûrs. Donc je vais vous le lire, le texte n'est pas très long, vous le trouverez facilement, c'est dans Aurore, au paragraphe 173. Si vous voulez absolument retrouver ce texte et le méditer. Un petit texte intitulé « Les apologistes du travail ». Et vous allez voir, il est tout à fait passionnant. Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et conformes à l'intérêt général. La crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, je crois que j'avais vu ça écrit quelque part tout à l'heure, que c'est là la meilleure police qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût, de l'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires et la soustrait à la réflexion, à la méditation, au rêve, aux soucis, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse durement jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Et voici
ô épouvante, c'est pas moi qui le rajoute, que c'est justement le travailleur qui est devenu dangereux. Les individus dangereux fourmillent, et derrière eux, il y a le danger des dangers, l'individuum, l'individu. Quelques points de commentaire, si vous voulez, pour que vous puissiez saisir la substance de ce texte. Bon. La critique nietzschéenne, bien évidemment, prend la forme d'une démystification, ou d'une entreprise de démystification. Démystification du discours officiel de la bourgeoisie, des apologistes du travail, de ceux qui le glorifient, qui prétendent que le travail est précisément ce qui permet à notre humanité de se développer, de s'épanouir, de devenir maîtresse d'elle-même, de s'autonomiser, etc. Et pour Nietzsche, ce discours cache ce qu'il appelle une arrière-pensée. Ce qu'il dit cache ce qu'il ne veut pas dire. C'est qu'au fond, on a besoin que les individus travaillent justement pour briser leur individualité. Parce que l'individu, c'est celui qui aspire au plaisir, à la connaissance, à la raison, à la rêverie, à la méditation. Mais cela, précisément, c'est ce qui ne produit aucune richesse. Et non seulement c'est ce qui ne produit aucune richesse, mais c'est ce qui produit du danger social, parce que l'individu, c'est justement celui qui veut que son individualité soit toujours reconnue, et donc qui, a priori, résiste à toutes les formes de vie collective, de collectivisation. Or, la société ne peut tenir que là où elle maintient l'image d'une société comme collaboration paisible et sympathique d'individus qui forcément ont dû renoncer à leur individualité. Et donc le travail pour Nietzsche, c'est quoi? C'est cette espèce de police des mœurs par lesquelles on consume les forces vives de ceux que l'on fait travailler dur pour que justement il n'ait plus le loisir de s'adonner à la rêverie, à la contemplation, au désir, à l'amour, à la haine. En épuisant leur énergie, on en fait précisément des machines laborieuses qui perdent jusqu'à la conscience de leur individualité et qu'on peut contrôler de manière parfaitement efficace. Or, bien sûr, dans la critique marxiste comme dans la critique nietzschéenne, on sent bien qu'il y a de l'outrance, de la provocation. Mais je crois qu'il est important, quand on reconnaît de l'outrance et de la provocation, de ne pas pour autant se rendre inattentif à une part de vérité qu'il y a parfois derrière bien des exagérations. Ce que j'exagère, c'est ce qui d'une certaine manière est bien là et dont je grossis le trait. Mais je crois que nous savons tous, oui, qu'il y a des formes aliénées du travail dans lesquelles nous ne pouvons pas éprouver le sentiment de grandir et pour lesquelles le travail se réduit à la pénibilité, à la répétition, à la dureté des conditions de travail. Bien sûr que ça existe. Et bien sûr que nous savons aussi que, après tout, glorifier le travail, faire l'apologie du travail, eh bien, c'est en quelque sorte parfois une manière possible de distraire une population, un peuple, eh bien, du souci de soi, de consumer ses forces pour le rendre moins dangereux. C'est un fait. L'individu qui travaille dur et dont les forces ont été épuisées par le travail est moins dangereux que l'individu méditatif et réflexif qui va s'interroger sur ses conditions d'existence et éventuellement se dire que ça ne peut pas continuer comme ça, il faut se révolter. Pour se révolter, il faut avoir de l'énergie. Et si le travail consume nos forces, eh bien, il contribue sans doute à fabriquer des moutons à peu près dociles. Troisième manière possible de critiquer ces discours de la valorisation du travail, la critique que j'appellerais augustinienne. Alors, elle n'a pas été faite par Augustin lui-même tel quel, mais disons que je vais m'inscrire dans cette perspective-là.
Ce qui est intéressant, c'est que cette perspective augustinienne permet de prendre au sérieux l'idée selon laquelle il est possible de prendre plaisir au travail. Mais attention, de manière peut-être inattendue. Je vais poser la question autrement. Quel plaisir peut-on prendre au travail? Ne peut-on penser ce plaisir que comme le plaisir sympathique de s'épanouir, de se développer, de grandir en humanité, de rencontrer des collègues sympathiques, de travailler sous le joug délicat de patrons bienveillants. Bon, bien évidemment, ce n'est pas toujours exactement ça qui se joue. Donc, quel est ce plaisir que nous pouvons éprouver au travail? Est-ce vraiment le plaisir que j'appelle parfois plaisir d'épanouissement, c'est-à-dire, au fond, le plaisir que nous éprouvons à sentir que quelque chose grandit en nous? C'est peut-être pas évident. Je vous rappelle quelque chose que j'évoque assez souvent, que ce que saint Augustin appelle libido. Je vous ai fait le coup plusieurs fois déjà, je crois. La libido, c'est quoi? C'est une sorte de dévoiement de l'amour en amour-propre. La libido, c'est un effet du péché originel pour saint Augustin. C'est ce qui fait qu'au fond, je m'aime moi-même infiniment et que j'aime tout ce qui accroît, non pas mon humanité, mais tout ce qui accroît ma puissance, tout ce qui accroît mon prestige, tout ce qui accroît ma gloire. La forme la plus élémentaire de la libido, c'est la libido dominandi, la pulsion de domination, mais la libido est bien l'un des noms du plaisir, le plaisir que je prends à dominer autrui. Or, justement, on pourrait considérer que le travail, puisque je travaille toujours dans un milieu social, je travaille toujours avec d'autres, et même si je suis un artisan qui travaille seul, eh bien forcément, par mon travail, je suis en relation avec d'autres, avec des clients, avec des concurrents. Le milieu du travail est toujours un milieu social. Et un milieu social, ça produit toujours de la concurrence et de la comparaison. Un tel travaille mieux qu'un tel. Il est moins cher, il est plus habile, il est beaucoup plus adroit. Et donc, le plaisir que l'on prend à travailler dans cette perspective augustinienne pourrait être le plaisir d'exercer sa puissance, de transformer à son gré la matière, de dominer, d'accroître ses richesses. Bref, le travail pourrait aussi être compris comme le lieu où l'homme exerce sa libido, quitte parfois à nourrir son plaisir de la souffrance d'autrui. Celui que je domine par mon travail, celui qui est obligé de reconnaître ma supériorité au travail, pas forcément ma supériorité hiérarchique, c'est celui vis-à-vis duquel je peux éprouver un malin plaisir. Le plaisir, au fond, de reconnaître en lui ce regard craintif ou admiratif qui reconnaît en tout cas ma supériorité. Ça peut se faire dans une sorte de jeu de société à peu près réglé. Ça peut se faire de manière dramatique, bien évidemment, quand, d'une certaine manière, l'exercice de la libido dominandi fait du lieu du travail un lieu de souffrance. Parce que ça aussi, bien évidemment, ça existe. Si vous voulez vous en convaincre, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais enfin, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, sauf que j'avais rencontré son auteur il y a une quinzaine d'années, un livre de quelqu'un qui s'appelle Christophe Dejour, qui s'appelle « Souffrance en France ». Alors c'est intéressant parce que philosophiquement, il récupère une thèse d'Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, l'essai sur la banalité du mal. Et donc c'est une réflexion sur le type de souffrance qu'on peut découvrir au milieu de l'entreprise, dans le cadre de stratégies qui ne sont pas liées à une sorte de méchanceté radicale, mais au fond d'indifférence dans une situation de compétition tendue qui conduit à provoquer de vraies souffrances. Donc Christophe Dejour, Souffrance en France. Alors c'est assez rigolo, parce que c'était à l'époque, quand il a écrit ce livre, je crois, le directeur de l'Observatoire du travail en France.
Et c'est un gouvernement de gauche qui lui avait demandé de faire son enquête dans des entreprises privées, si j'ai bonne mémoire, et de lui-même, il a fait quelque chose d'assez étonnant. Il a étendu son terrain d'investigation à des entreprises qui n'étaient pas du tout des entreprises privées. Ce qui a déposé quelques petits cailloux dans la chaussure à ceux-là même qui l'employaient, qui, à certains moments, ont dû se dire que quand même, zut alors, ils avaient peut-être fait une bourde. Hein. Alors, j'insisterai pas, bien sûr, sur le travail, sur la souffrance au travail, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais il me suffit pour le moment de signaler que, bien évidemment, ça peut exister. Et qu'il y aurait un angélisme naïf à considérer qu'en tant que tel, le travail est l'exercice d'une liberté heureuse en vue de l'épanouissement personnel et de l'édification d'une société stable, tranquille et elle-même épanouie. Ceci dit, on va quand même essayer de revenir un petit peu de cette perspective parce que je viens d'évoquer ici le monde du travail et les souffrances qu'il peut générer. Mais puisqu'on a évoqué tout à l'heure Pierre Bourdieu, on peut se rappeler aussi avec lui que n'importe quelle profession peut être analysée comme n'importe quel champ social en termes de libido dominandi. Et donc il n'y aurait strictement rien de spécifique à l'entreprise et au monde du travail dans l'exercice de la libido dominandi comme ce qui produit de la souffrance, de la peine et du déplaisir. Bref, j'ai voulu passer par le détour de cette libido dominandi, de ce plaisir un peu malsain, de ce malin plaisir, si vous voulez, que je peux mettre en jeu dans des entreprises de domination dont l'entreprise peut éventuellement être le théâtre, mais ça ne doit pas nous empêcher de penser la possibilité d'un plaisir sain, après tout. Le plaisir de l'artisan qui aime le travail qu'il fait, qui aime son ouvrage, qui le soigne, qui prend plaisir à ce qu'il fait. Et si vous connaissez tous, sans doute, des exemples où les relations de travail tournent à la pulsion libidinale, au sens augustinien, pas au sens freudien, vous connaissez tous, bien évidemment, aussi des exemples où l'exercice de son travail est vécu dans le plaisir du travail bien fait. Bien sûr que ça aussi, ça existe. Et ce plaisir que l'on peut éprouver à faire de la belle ouvrage, à bien faire son travail, la fierté que l'on peut éprouver quand on est satisfait de ce que l'on a réalisé, il n'y a quand même aucune raison majeure d'y voir une figure de la libido dominandi. Ce serait, je crois, un petit peu cynique. Mais alors, du coup, je vous propose de faire deux distinctions conceptuelles que je prépare depuis tout à l'heure, d'une certaine manière, et que je vais emprunter à Hannah Arendt. Et là, le texte que je vous conseille de lire, c'est dans La condition de l'homme moderne, je crois que le chapitre 5, mais je ne l'ai pas emmené, et j'avoue que je ne l'ai même pas ouvert pour préparer cette conférence. Mais je crois que le chapitre 5 est consacré à l'action, et que dans ce chapitre consacré à l'action, la condition de l'homme moderne, il y a vraiment une analyse du travail, dont je vais reprendre ici l'essentiel, qui est tout à fait éclairante. D'abord, Hannah Arendt distingue, elle utilise des mots latins, mais vous allez vite les comprendre, c'est du latin de cuisine, hein, l'homme comme animal laborans, et l'homme comme homo faber. Homo faber, vous savez, ce n'est pas la désignation spécifique de notre espèce, enfin, ce n'est pas une désignation scientifique, hein, c'est une désignation philosophique, pour dire au fond que l'homme tel que nous le connaissons, l'homme tel que nous en sommes issus, si vous voulez, qu'est-ce qui le définit? C'est d'abord qu'il est faber, vous retrouvez ici la racine du verbe fabriquer, l'homme est homme, en tant qu'il conquiert son humanité, en transformant la nature et en produisant ses conditions d'existence. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'humanité sans travail. L'homo faber, c'est celui qui use de ses forces intellectuelles et physiques pour transformer la nature, pour adapter la nature à ses besoins, au lieu de devoir s'adapter lui-même à la nature telle qu'elle est.
Et donc cette dimension Faber, je ne sais pas quel adjectif construire là-dessus, mais on a bien là une forme du travail, mais dont l'enjeu est précisément l'humanisation de l'homme. Il faut que l'homme transforme la nature pour que l'homme puisse, par ce jeu même de transformation, conquérir sa propre humanité, en expérimentant le pouvoir qui est le sien, tant au niveau de son corps qu'au niveau de son intelligence. Donc, si c'était ça, le travail, et si c'était que ça, on pourrait dire bien sûr, vive le travail. Le problème, c'est que l'homme, c'est pas seulement l'homo faber, c'est aussi l'animal laborans. Et je vous rappelle que labor veut dire à la fois travail et peine, en latin. Et là, ce qu'elle appelle animal laborans, c'est l'homme réduit à l'animalité par des conditions de travail répétitives et aliénantes. C'est le prolétaire de Marx, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est celui pour qui le travail ne consiste pas à jouir de son propre pouvoir de transformer le monde, mais pour qui le travail est essentiellement servitude, consomption de ses forces vives. Et donc, quand on se demande si le travail est plaisant, si on peut joindre l'utile à l'agréable avec le travail lui-même, il importe de se demander ce que l'on entend par travail. Est-on du côté de l'homo faber, qui jouit de se transformer lui-même en transformant le monde, ce que Aristote appelait la praxis, ou est-ce qu'on est du côté de l'animal laborans, qui souffre de voir ses forces vives consumées pour produire des richesses sur lesquelles il n'a aucun droit? Il y a donc une première différence qui sans doute peut nous donner à penser, nous aider à mettre de l'ordre dans nos idées, dans nos représentations. La deuxième, elle est intéressante aussi, c'est la distinction que fait Hannah Arendt entre le travail et l'œuvre. L'œuvre, nous dit-elle, c'est la production de biens durables censés échapper au processus de la consommation. C'est ce qui inscrit l'humanité dans le monde en produisant des objets, des cathédrales, des toiles de maître, des musiques, des œuvres d'art, bien évidemment, qui vont exister alors que nous-mêmes, ou qui existeront encore quand nous-mêmes, on ne sera plus là. Par essence, l'œuvre est durable. L'œuvre d'art, du coup, qui est le prototype même de l'œuvre pour Hannah Arendt, peut faire l'objet d'une valorisation, mais non pas d'une valorisation économique, puisqu'elle échappe en droit au processus de consommation. Elle peut faire l'objet d'une valorisation culturelle. Et du coup, le plaisir que je peux éprouver à œuvrer correspond à la satisfaction que j'éprouve à inscrire mon humanité au-delà de ma petite personne mortelle et éphémère. Le travail, du coup, dans cette perspective-là, ou par opposition à l'œuvre en tout cas, c'est simplement pour Hannah Arendt la production de biens de consommation, c'est-à-dire de biens consommables destinés à être consommés. Le travail peut être l'objet d'une valorisation sociale pour Hannah Arendt, il ne peut pas être l'objet d'une valorisation culturelle. Bien évidemment, du coup, la question que je posais au début se trouve relancée. Dans quelle mesure l'artiste travaille-t-il quand il peint sa toile, quand il compose sa musique, quand il construit des cathédrales? Pour la construction des cathédrales, on est un peu embêté. Il y en a qui travaillent, ça c'est absolument sûr. Bon. Il me reste alors à voir maintenant, ces distinctions conceptuelles étant à peu près en place, ce que peut vouloir dire se construire en travaillant. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce qu'au fond, c'est une illusion bourgeoise? Ou est-ce qu'après tout,
ça correspond à quelque chose de jouable, de pensable. Bien évidemment, les réserves qu'on doit avoir en tête, c'est qu'il faut s'entendre alors sur ce qu'on appellera travail. Bon. Mais, quand j'ai évoqué tout à l'heure la figure de l'artisan, alors qu'il ne faut pas non plus idéaliser, tous les artisans ne sont pas des individus qui prennent un véritable plaisir à accomplir leur travail. L'artisan peut souffrir, l'artisan peut avoir de la peine, l'artisan peut avoir des difficultés. Il n'y a aucune raison, bien évidemment, de survaloriser la figure de l'artisan par rapport à celle de l'industriel, par exemple. Bon. Mais, prenons en tout cas cette figure artisanale comme une sorte de type général, elle laisse surgir une place possible où le travail serait autre chose que l'application mécanique et répétitive des mêmes processus aliénants. Pour que le travail puisse être plaisant, eh bien, il faut que précisément celui qui travaille ne soit pas réduit au rang de machine. La machine peut répéter indéfiniment les mêmes besognes, enfin ce ne sera même pas une besogne, les mêmes tâches, accomplir les mêmes fonctions sans s'enlacer. Mais les étudiants qui sont là en classe prépa et qui ont travaillé la question du plaisir savent que là, même le plaisir, dans la répétition, tourne à l'ennui. Et que du coup, la condition du plaisir, c'est bien évidemment le changement. Même ce que je prends plaisir à faire devient ennuyeux si je ne fais plus que ça. Et donc, ça ouvre la voie possible à une compréhension d'un travail susceptible de laisser ouverte ou de laisser ouvert des moments de plaisir quand ce travail n'est pas pris dans le jeu mécanique de la répétition constante des mêmes processus. À ce titre-là, bien sûr, le travail le plus pénible ne serait pas forcément le travail le plus douloureux du point de vue musculaire. Il pourrait être le travail simplement répétitif, travail à la chaîne, et là vous avez toutes les références possibles et inimaginables, y compris au cinéma. Bon, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve dans les dissertes de philo, de toute façon, à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça ouvre quand même une piste possible, une voie possible, pour penser le travail comme un lieu, bien sûr, où on peut se construire socialement, culturellement, humainement. Alors on le sait, certaines personnes veulent travailler moins pour gagner de l'argent que pour avoir une vie sociale, pour rencontrer des gens, pour être reconnus dans leurs compétences, dans leur capacité à produire, à inventer, à créer. Je ne sais pas si Isabelle Barthes me contredira, mais il me semble que ce sont souvent des femmes, pour des raisons simplement sociologiques. Hein. C'est-à-dire, au fond, on peut très bien vouloir travailler alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'argent, mais ça veut dire que dans ce cas-là, ce que l'on cherche au travail, c'est autre chose que de l'argent en plus. Et c'est sans doute pas le dur labeur pénible du matin au soir. Et on sait bien que là, il n'y a pas de privilège de l'artisan. Les commerciaux, les intellectuels, les travailleurs manuels, les cadres, tous peuvent faire une telle expérience de ce que le travail peut avoir d'épanouissant quand il est le lieu d'une invention possible, d'une créativité reconnue, quand il est arraché à l'ordre mécanique de la répétition, et quand il est la condition d'une intégration sociale, c'est-à-dire de la reconnaissance de soi. Le plaisir que l'on peut prendre à cette reconnaissance de soi, à cette construction de soi par le travail, et par un travail qui est toujours déjà socialisé, il n'y a aucune raison de le réduire à la libido. Bien sûr que ça peut exister, mais après tout, je peux prendre un plaisir sain à être reconnu pour mes compétences dans un cadre social où j'ai des fonctions à exercer. Le plaisir que l'on éprouve dans ce cas-là n'est pas le malin plaisir de la libido dominandi, c'est au fond un plaisir dont il faut reconnaître la pertinence, voire la beauté. Il est le signe
d'un accomplissement de notre nature. Je crois que c'est le propre aussi du plaisir, là je m'adresse aussi aux élèves de Jean 23, c'est que le plaisir, au fond, fondamentalement, il est signe qu'un manque a été comblé. Il est le signe qu'une insuffisance a trouvé une solution. Et donc, en tant que tel, le plaisir est signe du bon. Tant que je ne suis pas perverti, le plaisir que j'éprouve est le signe quasi biologique de reconnaissance de ce qui est bon pour moi. Et ce qui vaut biologiquement vaut aussi métaphysiquement. Je peux éprouver un plaisir à éprouver que s'accomplit en moi quelque chose qui est exigé par ma nature d'homme. Je prendrai 3 exemples pour essayer d'être clair. C'est quoi ma nature? Alors je sais bien, on a considéré pendant quelques décennies au siècle dernier que l'affaire était réglée, qu'il n'y avait pas de nature humaine. Vous me permettrez de ne pas la considérer comme définitivement réglée en tout cas. Je crois que si on veut comprendre ce que c'est que l'homme, on pourrait passer 3 heures à faire un cours d'anthropologie, je vous promets, je ne le ferai pas, mais il me semble qu'il y a 3 directions qui peuvent être intéressantes ici. Je vous propose de définir l'homme par 3 biais. La praxis, j'en ai parlé tout à l'heure et je vais y revenir, le désir et la personne. L'homme est un être de praxis, il n'est pas simplement un manipulateur de choses, un fabricateur. Il est un être de désir et il est une personne. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que quand le travail devient le lieu de la praxis, de la reconnaissance de mon désir et de la reconnaissance de mon statut personnel, il devient le lieu d'un épanouissement possible, dont le signe est alors le plaisir que je prends à travailler, ou comme vous préférez, à exercer mes fonctions. Alors, rapidement, commençons par la praxis. Alors, pour ceux qui ne sont pas philosophes, tout le monde ne l'est pas forcément de métier, en tout cas ici, ou de statut universitaire. Aristote distingue la poiesis, pour écrire ça P-O-I-E-S-I-S si ça vous amuse, de la praxis, P-R-A-X-I-S. La poiesis, c'est simplement la fabrication. C'est-à-dire, on applique sa force, sa puissance de travail sur un objet que l'on transforme. Et donc, la poiesis transforme le monde. Par exemple, l'agriculteur qui enfonce le sillon, le sacha. Bon, j'aurais pas dû prendre la métaphore agricole, je vais être dans les limites de mon vocabulaire, je crois. Le soc de sa charrue, c'est le mot que je cherchais, dans le sol. Très bien, c'est de la poiesis. L'esclave qui travaille, c'est de la poiesis. Au fond, il y a là quelque chose de commun à l'homme et à l'animal, pour Aristote, la possibilité d'exercer sa force sur le monde pour, d'une certaine manière, le transformer. Très bien. Ça, au mieux, c'est utile, nécessaire, mais puisque de toute façon il s'agit toujours d'appliquer une force, c'est essentiellement pénible. Puis la praxis. La praxis, c'est l'activité d'un agent, enfin c'est un pléonasme ce que je viens de dire là du coup, qui en transformant le monde se transforme lui-même. Par exemple, qui transforme ses conditions d'existence en transformant son milieu, qui élève son intelligence en réfléchissant, en pensant, en méditant. C'est, si vous voulez, le travail, mais je ne suis pas sûr qu'Aristote accepterait ce terme, mais en tant qu'il produit pas seulement une transformation des choses, mais une transformation de soi. Eh bien, si l'homme est par nature un être de praxis, et si l'accomplissement de ma nature a pour signe le plaisir, on peut peut-être considérer que quand un travail est vraiment une praxis, l'occasion d'une transformation de soi, et pas seulement d'une transformation des choses, d'une production de richesse, il peut être le lieu d'une expérience du plaisir. Deuxième élément que j'avais évoqué comme élément de cette nature humaine à laquelle j'essaie d'accrocher un peu mon propos, le jeu du désir. Je vais être obligé d'aller un petit peu vite, mais le désir est humain. Alors comment aller vite sans me précipiter?
Le désir est humain en tant qu'il m'élève au-dessus de la nature. Sinon, il s'appelle le besoin. Le besoin m'attache à la nature, le désir m'élève au-dessus d'elle. Mon désir, bien évidemment, peut porter sur une réalité naturelle. Je peux désirer un fruit. Je peux désirer un verre d'eau. Il peut porter sur un objet extérieur à moi. Mais le piège du désir, c'est que quand il s'attache à un objet, il devient dépendant de cet objet. Il retombe et déchoit aussitôt. Qu'est-ce qui rend le désir humain ? C'est cette possibilité de ne pas être piégé par sa propre loi. C'est-à-dire, au fond, d'être sans objet. Dit comme ça y est, vous dites, ça y est, il est 7h30, il a pété les plombs, on ne comprend plus rien. Je crois qu'on va comprendre d'ici quelques secondes. C'est-à-dire de ne pas porter sur un objet particulier. Le désir n'est humain qu'à condition d'être sans objet, ce qui veut dire à condition de porter sur quoi ? Et par exemple sur un sujet. Je vais le dire autrement, le désir est humain quand il est désir d'un autre désir, c'est-à-dire, en français courant, quand il est désir d'être désiré. Je t'aime, ça ne veut pas dire d'abord je désire ton corps, ça veut dire aussi je vous l'accorde. Mais je t'aime, ça veut dire d'abord je désire ton désir, je désire être désiré par toi. Et si on veut donner un nom courant à ce que j'appelle désir du désir de l'autre, on peut lui donner un nom tout simple, c'est le désir d'être reconnu. Je ne suis homme qu'à être reconnu comme humain. Et si le plaisir est toujours le signe que quelque chose de ma nature est satisfait, eh bien, on peut alors reconnaître qu'il y a du plaisir possible quand le monde du travail devient lui-même un lieu où mon désir de reconnaissance est satisfait. Troisième dimension que j'ai évoquée comme dimension possible pour penser la nature de l'homme, la personne. Ça, c'est l'un des mystères sans doute les plus profonds de notre humanité, mais nous sommes des personnes. Alors, je pourrais consacrer une séance entière à envisager ça, si vous voulez, l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Tiens, bon, là, il va falloir que j'aille assez vite. Une personne, déjà, bien sûr, ce n'est pas un objet. Une personne, ce n'est pas une fonction. Si je suis là en tant que professeur de philosophie, ce n'est pas tout à fait la même chose que si je suis là en tant que personne. Mais quand on est là que en tant que fonction, on n'est pas là avec tout ce qui fait notre humanité. Si j'essayais de mettre cette personne que je suis entre parenthèses pendant que je vous parle, au nom d'une efficacité simplement fonctionnelle, je crois que mon propos serait tout simplement insupportable. Peut-être qu'il l'est, mais enfin il le serait encore plus. Bref, je crois qu'il y a un type de rapport possible au travail qui vise moins une chose à faire, une tâche à accomplir par exemple, qu'une personne à être. Je crois que fondamentalement, dans toute entreprise, publique, privée, etc., l'une des questions importantes, c'est de savoir comment j'y existe en tant que personne. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce que je suis, à partir de ce que je deviens, à partir de la façon dont je me représente moi-même et à partir de la façon dont les autres me représentent, que je peux faire quelque chose et accomplir quelque chose. On ne peut pas me demander de faire quoi que ce soit et de le faire humainement si on ne part pas du principe que celui à qui on le demande, c'est une personne qui, précisément, existe toujours sur le regard d'autrui, est animée par le désir d'être reconnu. Et donc le travail peut devenir un lieu de plaisir possible, à condition, bien évidemment, que celui qui travaille ne soit pas réduit à une fonction, aussi d'ailleurs fascinante soit-elle, mais quand vraiment il est reconnu comme une personne. Bref, dans ce cas-là, le travail peut échapper à la loi de l'égocentrisme, libido nominandi,
parce qu'il contribue à façonner un monde humain. Et un monde humain dans toutes ses dimensions, techniques, économiques et sociales. Il ne s'agit plus dans ce cas-là de gagner sa vie, ce qui quand même n'est pas un objectif qui suffit peut-être à donner pour toute notre vie un sens au travail, mais de collaborer modestement, là où nous sommes, dans les fonctions qui sont les nôtres, au devenir humain de l'humanité. À ce niveau-là, le travail est proprement articulé à la condition de l'homme, à notre condition humaine. Et le plaisir qu'il peut procurer est alors un signe de ce qui s'accomplit en lui et par lui, en l'homme et par l'homme, en nous et par nous. Je vais donc vous proposer quelques points de conclusion qui consistent simplement peut-être à rassembler ce que je vous propose de retenir dans un discours qui peut-être c'est parfois un petit peu éparpillé. D'abord, première chose importante que j'ai tenté de vous dire, le travail ne saurait être valorisé abstraitement et en soi. Le travail est une valeur, en soi ça ne veut rien dire du tout. Quel travail? Dans quelles conditions? Là, la question devient intéressante. Certaines formes de travail peuvent être valorisées, bien sûr, mais prétendre que le travail est une valeur, en soi, c'est une abstraction pure qui n'a à peu près aucun sens. Et donc, ce qui peut être valorisé, ce sont bien des conditions de travail quand elles sont reconnues comme humanisantes. Autre élément sur lequel j'ai voulu insister, le travail, bien sûr que c'est parfois le dur labeur du matin au soir. J'ai fait l'impasse sur ce qui est bien connu. Vous connaissez l'étymologie du mot travail? Oui, je vois, c'est un lieu commun, donc j'ai bien fait de l'éviter. Bien. Pour ceux qui ne savent pas, tripalium, c'est un instrument de torture qui sert au choix soit à écarteler, soit à empaler. Ça dépend comment on l'utilise. Bien sûr que le travail peut être autre chose que le dur labeur du matin au soir. Mais à quelles conditions? À condition de ne pas être simplement un gagne-pain. Si le travail est ce qui me permet simplement de survivre, il n'est pas ce qui me permet de vivre. Puisque vivre, pour un homme, c'est vivre humainement. Donc, le travail peut être autre chose que le dur labeur du matin au soir, quand il n'est plus simplement un gagne-pain plus ou moins pénible, mais une façon de contribuer, là où l'on est, avec nos forces, nos talents, nos compétences, à l'édification d'un monde humain. Et j'insiste, un monde humain, ce n'est pas un monde abstrait, ce n'est pas un monde simplement sentimental et affectif, c'est un monde social dans lequel il faut construire des rapports sociaux. Un monde économique dans lequel il faut produire et partager des richesses. Un monde technique dans lequel il faut produire des objets qui nous permettent de transformer le monde. Et un monde moral dans lequel il faut apprendre à vivre ensemble, aussi humainement que possible, chacun soucieux de reconnaître chacun en son humanité. Autre point que j'ai cherché à souligner, on peut bien évidemment, et je peux au moins en témoigner, faire dans le travail, dans ce cas-là, l'expérience du plaisir. Et ce plaisir, il faut l'accueillir comme un signe, comme le signe que quelque chose en nous grandit, à condition que ce plaisir ne soit pas un malin plaisir, à condition que ce ne soit pas simplement la manifestation en nous de la libido dominandi. Mais après tout, tous les plaisirs ne sont pas malins, tous les plaisirs ne sont pas malsains. Et donc, après tout, on peut aussi modestement, avec gratitude, recueillir le plaisir que l'on éprouve à travailler comme le signe que ce que l'on fait contribue à nous faire grandir. Et dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas se priver, même à 8 heures du soir. Enfin, je conclurai là-dessus, ce sera la conclusion de ma conclusion, si vous voulez. Le travail, je l'ai dit, n'est pas une valeur absolue, il est une valeur conditionnée.
s'il n'est pas une valeur absolue, c'est parce qu'il ne peut pas être une fin en soi. Je vais le dire autrement, l'homme n'est pas fait pour le travail. Absolument pas. Je crois qu'on comprend mieux le rapport entre l'homme et le travail une fois qu'on a admis que ce n'est pas l'homme qui est fait pour le travail, enfin, au nom de quelle malédiction absolument scandaleuse, non, mais que c'est le travail qui est fait pour l'homme. Voilà, donc, comme promis, il nous reste à peu près 20-25 minutes, et je vous propose, comme chaque fois, que très tranquillement, nous devisions ensemble. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas simplement de poser des questions, au cas où il y a des choses qu'on n'aurait pas compris, mais simplement d'apporter comme ça son écho à la parole qui pourra devenir commune et partagée. Alors en général, c'est la première intervention qui coûte. Et généralement, la première intervention... Je me lance une fois de plus. Je voulais simplement... vous aviez cité Benveniste la dernière fois. Et je rappelle un article de Benveniste dans son vocabulaire où il rappelle qu'il y a un métier qui n'existait pas dans la cité grecque. C'était le métier de marchand. Et il explique que négoce vient justement de neg osium. Et je pense que ça renvoie déjà au statut, alors comme on est dans une école de management du commerce, du statut de marchand dans une société qui ne le reconnaissait pas, avec cette dimension de mise à distance, qui est assez intéressante. Et en effet, à ce que vous avez dit, c'est en effet travailler, c'est renoncer à ce qui fait la dimension humaine dans la cité grecque, le loisir, et peut-être à quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que la société, elle est aussi faite de corps sociaux, et il y a quand même, par le statut, il me semble, une dimension de construction de la société, et en ne voyant le travail que par l'individu et ou la personne, c'est quand même la tendance actuelle dans les entreprises, je me demande si on n'oublie pas en effet ce qui faisait collectif. Et il me semble que les théories qu'on voit actuellement sur la souffrance au travail, c'est cette perte de sens collectif qui pouvait exister au sein de corps sociaux, au sein de groupes, dans les organisations. Donc peut-être que tout renvoyer à l'individu, Ehrenberg l'a dit, c'est aussi le renvoyer à un totem qui est lui-même, et donc la fatigue d'être soi. Chacun devient, comme le dit Bachoun, sa petite entreprise. Et quelque part, c'est peut-être épuisant. Donc je voulais savoir cette dimension construction du groupe, et non pas de l'organisation, qui me semble peut être aussi quelque part facilitante et reposante. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer de ne pas perdre le fil, parce qu'il y a deux choses que j'ai envie de vous dire en réaction, en réponse en tout cas à vos propos. La première, c'est vrai que on ne peut pas sérieusement, de façon anthropologique, si vous voulez, penser le travail à partir du seul rapport de l'individu à lui-même. Il y a quelque chose qui ne tient absolument pas. Et là, il me semble qu'il y a une analyse à laquelle je n'ai absolument pas fait référence, mais qui est quand même relativement indépassable, c'est celle d'Hegel, par exemple, dans les principes de la philosophie du droit. J'avais prévu de vous parler de ça un moment, puis j'ai squeezé, et ce qui serait intéressant, c'est d'articuler les deux, d'ailleurs. En fait, que nous dit Hegel ? Il y a tout un moment où l'homme grandit comme ça dans le milieu familial, privé. Il reçoit de ses parents, de ses frères, une image séduisante, mais au fond, on n'est pas encore dans la vie sociale. On n'est pas dans la vie sociale parce qu'on est dans l'entre-soi, qu'on est dans la collaboration affectueuse des individus, qu'on n'est pas dans la mise en jeu de soi dans le corps social. Et pour que je puisse me socialiser vraiment, c'est pas d'abord de l'école dont j'ai besoin. C'est assez curieux qu'on imagine aujourd'hui la maternelle comme un espace de socialisation. C'est pas si évident que ça quand même. Mais ça, je ne polémique pas, je passe à autre chose. Pour Hegel en tout cas, ce qui me socialise, c'est ce qui m'arrache à des relations abstraites parce que simplement affectives avec mon entourage, et ce qui va m'introduire dans des relations réglées, réglementées, contractualisées, avec d'autres que moi,
avec qui et par qui j'existe sur un autre mode. Et ce qui fait de moi, du coup, un individu socialisé, c'est précisément d'abord le travail, pour Hegel, le travail qui m'arrache à la famille et à des relations qui seraient simplement affectives, et dans le vocabulaire d'Hegel, abstraites, pour m'introduire dans des relations concrètes où effectivement ce que je suis avec d'autres est déterminé par ce que je fais avec eux, ce que nous faisons ensemble, produire, échanger, commercer, étudier, peu importe. Et c'est vrai qu'il y a là du coup une dimension sociale du travail qui est telle que celui qui ne travaillerait pas est celui qui paradoxalement, par rapport en tout cas à la figure grecque, se retrouverait écarté du processus d'humanisation. C'est une manière possible de lire ce qu'on appelle quelquefois donc la dialectique du maître et de l'esclave, ou l'allégorie du maître et de l'esclave. Au fond, le maître a vaincu en un combat à mort celui qui a préféré qu'on lui laisse la vie sauve plutôt que mourir, et qui du coup s'est asservi lui-même au maître, l'esclave donc. Et quand Hegel poursuit l'allégorie, il dit mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Bien sûr, c'est l'esclave qui travaille. Mais l'esclave qui travaille, c'est l'esclave qui apprivoise son rapport à la nature, qui apprivoise son rapport au monde, qui développe ses compétences, ses savoir-faire, qui comprend mieux le monde dans lequel il vit, puisqu'on comprend mieux ce sur quoi on agit. Et donc, d'une certaine manière, qui, lui, grandit en humanité, découvre un espace possible d'autonomisation, alors que le maître devient de plus en plus sous la dépendance absolue de l'esclave. Et donc, dans cette allégorie, si vous voulez, c'est celui qui ne travaille pas, qui est dans l'otium absolu, et non pas dans le négoce. L'otium, c'est l'oisiveté, une certaine manière de penser loisir, si vous voulez. C'est celui qui ne travaille pas, qui est dans l'otium, qui est écarté en quelque sorte du processus d'humanisation, et c'est celui qui, en travaillant, construit son rapport à lui-même, à autrui et à la nature, qui ouvre pour lui des espaces d'humanisation. D'un côté, dans le meilleur des cas, l'ennui, la faillite absolue du plaisir dans la monotonie stérile. De l'autre côté, la possibilité d'un plaisir dans l'invention de soi sans fatigue d'être soi. Puisqu'il n'y a pas de raison d'être fatigué de soi-même quand on rejoue jour après jour, par son travail, par sa capacité à agir, son rapport à autrui, son rapport à soi et son rapport au monde. Oui, je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors je voulais vous demander, vous parliez justement de la critique augustinienne tout à l'heure, et par rapport à la valorisation du travail. Et je voulais savoir si justement la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, on pouvait le rapprocher à cette critique, parce que vous aviez dit justement que la libido, c'était celui que je domine au travail, donc il y avait un malin plaisir. Et je voulais savoir justement si c'était un désir de reconnaissance en fait, et qu'on pouvait justement faire un parallèle avec la théorie d'Hegel. Oui, ça a souvent été fait, même pas mal de commentateurs de Saint-Augustin, ou de Pascal, ou d'Hegel, ont fait le rapprochement que vous évoquez ici. C'est vrai que ce plaisir, on peut peut-être distinguer ici d'ailleurs le plaisir du maître dans son entreprise de domination absolue et le plaisir de l'esclave dans sa capacité à agir pratiquement sur le monde et sur les choses. Et c'est vrai que le premier plaisir, au fond, ce n'est pas le plaisir du travail. C'est le plaisir à dominer, c'est le plaisir à l'emporter, c'est le plaisir d'être reconnu comme supérieur. Et même si j'ai dit tout à l'heure que l'espace professionnel peut être un lieu d'exercice de la libido dominandi, il est bien évident qu'il n'est pas le seul possible, et que
Le lieu d'exercice de libido dominandi, ça peut être la famille, ça peut être le club de foot, ça peut être la salle de classe, ça peut être la cour de récréation. Il n'y a ici aucun privilège particulier du monde du travail. Et donc c'est vrai, on pourrait lire cette allégorie du maître et de l'esclave comme une figure de la libido dominandi. Chacun veut dominer l'autre. Le problème, c'est que si chacun veut dominer l'autre, si personne ne cède, ça ne peut se terminer que par la mort de l'un des deux. Bien sûr, on pourrait dire que si l'un des deux meurt, ma victoire est absolue. Mais au fond, c'est ma défaite qui est absolue. Parce que ce qu'exige la libido dominandi, c'est être reconnu en ma supériorité. Et s'il n'y a plus personne pour reconnaître ma supériorité, il n'y a plus de satisfaction possible de la libido dominandi. Et donc, une certaine lecture hegelienne d'Augustin, de saint Augustin, va dire au fond que l'espace social, c'est un espace de concurrence réglé, organisé de manière telle que chacun puisse voir satisfaite, au moins symboliquement, sa libido dominandi. Et si on veut appliquer ça au milieu du travail, d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ça veut dire au fond que ma place dans une entreprise, j'emploie le mot entreprise dans un sens alors là, vraiment très 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 général, est jouable à condition précisément qu'il y ait des domaines dans lesquels, au fond, ma libido dominandi soit satisfaite. Tiens, faudrait demander ça à Marcel, il est vachement bon sur Word. Oh, ça, vois plutôt avec un tel, ça, il s'y connaît bien. Et on sait bien que ce sont parfois des toutes petites choses, parfois même un tout petit peu démagogiques. Et pourtant, au fond, la libido dominandi, parfois, peut être satisfaite, au moins symboliquement, à ce prix-là qui ne coûte pas bien cher. Et donc, on peut évoquer ici une figure du plaisir qui est, si vous voulez, entre deux, qui n'est pas simplement le plaisir un peu, ce que j'ai appelé le malin plaisir de dominer, qui n'est pas simplement non plus le plaisir innocent de l'accomplissement de soi. Une sorte d'entre-deux du plaisir, où au fond, j'accepte ma place dans un milieu social, dans un champ social particulier, parce que je lis dans le regard d'autrui la reconnaissance de ma propre place, et que j'en tire une satisfaction qui est une gratification symbolique qui suffit, ou qui peut en tout cas contribuer à me donner le cœur à l'ouvrage. Et dans ce cas-là, ce plaisir n'est pas simplement narcissique et libidinal, il n'est pas non plus simplement enchanté et émerveillé, il est au fond le plaisir ordinaire que je prends à être satisfait des conditions qui me sont faites dans le milieu où je vis, où je travaille, où je pense, où je parle, où j'aime, etc. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de le travail comme humanisant, mais j'aimerais que vous développiez, si c'est possible, sur la vertu de l'effort. On pourrait parler comme ça, je pense. On se rend bien compte parfois qu'on a un travail à faire qu'on n'aimerait pas faire, mais après d'avoir fait le travail, on a un certain plaisir, vous en avez parlé, et inversement, l'oisiveté ou la paresse peut-être, on se rend compte que quand on ne fait pas quelque chose, à la fin, on a une sorte de mauvaise conscience ou de déplaisir. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est simplement de l'ordre de la conscience ? Est-ce que vous pouvez parler de l'effort qu'il y a à fournir sur notre humanité pour le travail ? Oui, l'effort, on peut en parler, si vous voulez, de deux manières un petit peu différentes. On peut en parler en termes de vertu propre de l'effort. Bon, ça, je le ferai dans quelques instants. Je propose de commencer par la vertu de l'effort dans son rapport au plaisir. On pourrait croire un peu naïvement que l'effort, c'est le contraire du plaisir, puisque c'est ce qui nous coûte de la peine. L'effort serait donc essentiellement pénible. Au fond, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que le plaisir, c'est toujours une question de différentiel. Je vais le dire simplement, c'est un tout petit détour, mais je ne perds pas de vue votre question. En ce moment, je n'ai pas mal aux dents, et je n'en éprouve nul plaisir particulier. Alors que si je me sentais aussi bien que je me sens là, et que je venais de voir disparaître une rage de dents,
là, mon plaisir serait important. Ça veut dire au fond que cette douleur que j'ai éprouvée crée une situation différentielle qui optimise mon plaisir. Appliqué à l'effort, vous comprenez ce que ça veut dire au fond. Sans le moindre effort, je me condamne à vivre sur un mode mineur, sur un mode moyen, mais qui réduit considérablement la possibilité de mes plaisirs. On sait bien que quand on a travaillé dur, on a davantage plaisir à se reposer. Et bien de la même manière, l'effort, bien évidemment, c'est ce qu'un hédonisme maîtrisé, capable de se gouverner lui-même, peut reconnaître comme la condition même d'un plaisir à venir, psychologique ou physique. Et je crois donc, au fond, il y a une bonne gestion des plaisirs, simplement hédoniste, qui est en même temps une bonne gestion de ses efforts. Donc là, si vous voulez, ce serait la réponse en termes plutôt de stratégie d'optimisation du plaisir. Après, est-ce que l'effort a une vertu en lui-même? Non pas en tant qu'il est géré en vue de l'optimisation des plaisirs, mais en lui-même. Or oui, je crois. Et puis si le problème, c'est que si je ne le reconnais pas, je me retrouve très embêté devant quelqu'un qui me dirait mais malgré mes efforts, moi, j'échoue, je me plante, et du coup, je ne vois pas comment mes efforts pourraient être promesses de plaisir. Et puis on sait bien que parfois, c'est ça, j'ai fait des efforts, et pourtant, j'ai échoué. Ça n'a pas marché comme je l'espérais. Et que là, c'est pas plaisant du tout. Et pourtant, oui, je crois qu'il y a une vertu de l'effort, c'est qu'il nous confronte à nos propres limites. Et il nous les indique. L'effort que je fais ne devient véritablement un effort que quand il me coûte de la peine. Et si j'ai de la peine à travailler, intellectuellement ou spirituellement, c'est que je suis confronté à une limite psychique ou physique. C'est donc une manière de mieux se connaître soi-même. Tiens, ça, je n'y arrive plus, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'adresse, mais une manière de se connaître soi-même qui n'est pas renoncement, mais qui est d'une certaine manière la possibilité d'engager un travail sur soi. Si je me connais moi-même et que je connais mes limites, je peux travailler à les dépasser, je peux travailler à les reculer, je peux me renforcer l'effort comme travail de renforcement de sa propre force. Je joue ici, bien sûr, avec un terme qui est 3 fois le même, et donc la formule est tout à fait redondante. Mais dans ce cas-là, l'effort ne vaut plus simplement en tant qu'il ouvre la possibilité d'un plaisir, mais en tant qu'il est la condition d'une meilleure connaissance de soi, qui nous rend capables, sans doute aussi, d'une plus grande efficacité. Donc oui, je crois que c'est important de dire quand même que tout travail n'est pas plaisant. Si je reprends l'anecdote par laquelle j'ai commencé, avec la mise en accumulation par mon propre fils, c'est un travail cool, c'est un métier cool, travaille pas beaucoup. Au fond, ce serait trop facile, bien évidemment, s'il n'y avait aucune dimension laborieuse. Et par exemple, qu'est-ce qui donne le goût de pouvoir se présenter là devant vous de manière tout à fait sympathique et amicale? C'est que parfois, par exemple, et il y en a tous des exemples comme ça, il y a des copies à corriger, il y a des conférences avec lesquelles on ne se sort pas, il y a des cours qu'on ne sait plus par quel bout prendre, et il faut faire un effort, et il faut travailler, et il faut s'engager. Et c'est important parce que par rapport aux jeunes que vous êtes ou des plus jeunes que vous, je crois qu'il faut absolument éviter d'accorder trop au discours qui prétendrait qu'au fond, la meilleure façon de travailler, c'est d'éviter le travail, c'est-à-dire en gros de se faire plaisir. Il y a une sorte de rhétorique parfois que j'ai entendue dans certains UFM qui consiste à dire, allez, au fond, il faudrait que l'école primaire, par exemple, soit un lieu où l'enfant ait d'abord du plaisir à travailler. C'est ambigu, dit comme ça. Tant mieux s'il a du plaisir. Mais le plaisir n'est pas la condition. Trouver le goût de l'effort
découvrir au fond le sens même de l'effort, dans le rapport que je construis avec moi-même, avec mes compétences et mes aptitudes, il me semble que même quand ça ne fait pas plaisir, ça peut aussi nous aider à grandir. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Comme tout le monde l'a compris, il y a un temps pour le plaisir et un temps pour le travail, à peu près. Et j'ai perdu le fil. Ouais. Allez-y, Abi, n'ayez pas peur. Mais justement, pour prendre plaisir au plaisir, il faut savoir s'abstenir du plaisir. Et ce que je voudrais savoir finalement, c'est si y a un temps pour rien. Un temps pour rien. Pour rien. Oui. Ni le plaisir, ni le travail. Oui, voilà, comme j'ai distingué au début, un temps pour le plaisir et un temps pour le travail. Oui, oh, sans doute. Bon, d'abord, je ne crois pas avoir dit tout à fait qu'il y a un temps pour le plaisir et un temps pour le travail. Je pense que j'ai tenté de ménager un espace où, au fond, le temps du travail puisse rencontrer de manière heureuse, éventuellement féconde, le temps du plaisir, et qu'au fond, si on ne se laisse pas piéger par l'étymologie, au fond, le travail, c'est pas forcément le labeur pénible et harassant qui consume nos forces. Bon, donc ça fait déjà au moins 3 perspectives. Le temps du plaisir, en gros le temps du loisir, enfin au sens moderne du terme, pas au sens grec. Le temps du travail, ok, le temps de l'effort, il faut bien gagner sa vie, d'accord. Et puis après tout, pourquoi pas, le temps du plaisir dans le travail, non pas le plaisir à la place du travail, mais du plaisir que je peux éprouver à travailler. Alors est-ce qu'il y a un temps qui serait ni celui du plaisir, ni celui du travail ? Oui, sans doute. Oui, il y a sans doute des situations où nous ne sommes ni en train de travailler, ni en train de vivre quelque chose de plaisant. Ça peut être l'ennui. Ça, c'est une possibilité. Et puis, ça peut être autre chose, sans doute, plus positivement. Moi, j'en sais rien, tiens. Est-ce que ça peut être positif, ça ? Quelque chose qui serait ni le travail, ni le plaisir, ni l'ennui. Ouais. Ah oui, l'absence de trouble, là c'est bien joué, oui. Une sorte de repos de l'âme, qui était cher effectivement aux penseurs grecs, dans lesquels je ne me laisserai plus troubler par rien, libéré en quelque sorte au moins provisoirement du désir même du plaisir, libéré des contraintes de la nécessité, et donc reposant simplement en moi-même. La grande question c'est, est-ce que cette ataraxie, est-ce qu'elle correspond à une expérience réelle que nous pouvons faire de nous-mêmes ? Ça, j'ai toujours eu des petits doutes. Même quand j'enseigne le statut de l'ataraxie chez les Grecs, je n'arrive pas du tout à me représenter ce que c'est qu'un esprit parfaitement en repos en lui-même, quoi. Je suis peut-être parce que je suis trop agité pour ça, mais bon, c'est... En tout cas, merci pour vos questions. Il est 8h02. Voilà. Merci.